Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par PTC et Viséo. Je suis ravi de vous rejoindre si nombreux aujourd'hui et de vous inscrire si nombreux pour cette session, donc pour laquelle nous aurons la chance d'être accompagnés d'Araymond, notre client Araymond, société industrielle que Walter nous présentera un petit peu plus tout à l'heure, qui va nous permettre de dérouler son témoignage et de vous donner quelques pistes sur comment tirer parti de l'IoT industriel qui va être le sujet du jour. Donc très rapidement, au niveau de l'utilisation de Zoom, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà utilisé pour d'autres webinaires, donc vous pouvez poser vos questions à tout moment pendant la session. Donc en bas de votre écran, vous avez l'onglet Q&A. On y apportera réponse en fin de session. On prendra 10 à 15 minutes en fonction du nombre de questions pour y répondre. Et n'hésitez pas à nous solliciter également si vous avez un souci technique, si vous ne nous entendez pas, si vous ne voyez pas l'écran ou autre. Donc pour cette session, nous serons trois panélistes. Donc tout d'abord pour représenter Araymond, Walter Bongibaud, donc qui est Digital Delivery Community Leader chez Araymond. Bonjour Walter. Bonjour. Nous serons également accompagnés de Thierry Feuillera, qui est Senior IT Technical Sales Engineer chez PTC. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Et enfin, côté Viséo, nous serons avec Vincent Avonekam, qui est CTO Smart Factory. Bonjour à tous. Au niveau de l'agenda de cette session, on va essayer de rester sur 45 minutes de présentation et puis 10 à 15 minutes de questions-réponses en fin de session. Donc, on va débuter par le cœur du sujet, donc la présentation du use case et du projet qui a été mené par Araymond. Donc, Walter nous présentera déjà le groupe et surtout les enjeux en amont du projet, ce qui les a amenés à se lancer dans ce projet vers l'industrie 4.0 et nous présenter les nombreux bénéfices apportés par ces innovations. Ensuite, nous aurons une partie présentée par Vincent qui reviendra sur la méthodologie et l'approche Viséo pour répondre à ce type d'enjeu. Et enfin, Thierry nous présentera les solutions PTC ThinkWorks associées à l'IoT Azure qui ont permis de répondre également à ces enjeux et d'accompagner Araymond sur ce projet. Et pour terminer, on conclura et on aura 10 à 15 minutes de questions-réponses. Donc, débutons maintenant par le témoignage d'Araymond. Et je vais laisser pour ça la parole à Walter. Bonjour Walter, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà dans un premier temps et présenter Araymond? Bonjour Ahmed, merci. Bonjour à tous. Donc, Araymond, effectivement, société industrielle. Donc, Walter Bongibaud, moi, j'ai rejoint ce groupe il y a maintenant 2 ans et demi pour accélérer la transformation digitale. Alors, auparavant, j'ai évolué à différents postes dans une société pharmaceutique. J'ai eu des rôles de consultant sur le monde Internet, comme on disait il y a quelques années. J'ai évolué au sein des architectures de solutions, architecture d'entreprise, pour finir effectivement sur la transformation digitale d'une partie animale de ce groupe pharmaceutique, ce qui m'a amené effectivement à continuer dans le monde digital et à rejoindre Araymond pour cette partie-là. Donc, Araymond, aujourd'hui, on peut avancer effectivement. Qui est Araymond? Donc, Araymond, ce qui est intéressant, c'est que c'est une société 100% familiale qui existe depuis 155 ans. Donc, si on peut se permettre, c'est une vieille dame, effectivement, qui a su évoluer au fil du temps. Araymond a toujours évolué dans le monde de la fixation, en commençant par les boutons pour être aujourd'hui dans le monde de la fixation industrielle. C'est une société qui a su évoluer, mais évoluer toujours en s'appuyant sur une forte collaboration avec ses clients. Araymond, si l'on poursuit aujourd'hui, merci Amel, on peut passer au suivant, merci. L'activité principale, en fait, c'est vraiment la conception de ces fixations dites intelligentes. Aujourd'hui, on a 3 secteurs qui sont représentés sur la diapositive. On a ce que l'on appelle les clips, que l'on voit sur la gauche, qui sont des éléments de fixation, on reviendra notamment connus dans la partie automobile. On a ce que l'on appelle des connecteurs rapides, les quick connecteurs, et on a aussi des systèmes de collage avec des solutions effectivement qui sont sur mesure et qui permettent aujourd'hui d'avoir des niveaux de sécurité et autres qui sont les niveaux nécessaires au marché dans lequel on évolue, industriel ou automobile.
Donc, on peut le voir, effectivement, c'est des systèmes qui sont soit métalliques et plastiques, soit d'assemblage métallique plus plastique. Quelques chiffres autour d'Araymond. Donc, on voit qu'on a effectivement, on fait de la petite pièce. C'est aujourd'hui 25 000 solutions d'assemblage qui existent, qui remplissent notre catalogue. Ces solutions, elles sont produites sur 27 sites de production répartis dans le monde entier. C'est 25 pays. 7 250 employés. Alors, un point important ici, c'est que Araymond a de fortes valeurs éthiques quant au respect de ses employés, de l'humain en général, de la planète. Il y a beaucoup d'engagements, effectivement, qui sont pris au niveau d'Araymond pour l'environnement et le respect de ces valeurs éthiques dans le monde. Un dernier point, effectivement, donc, quelques derniers points, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires en 2019. Le Covid étant effectivement impactant, on parle de ce chiffre-là, mais c'est une société qui a connu une grosse croissance, doublant son chiffre d'affaires en peu d'années. Comme je l'ai dit, c'est une société qui a un nombre d'années d'existence assez important, plus de 150 ans, toujours détenue au niveau familial. Et aujourd'hui, on a toujours effectivement une personne de la famille Araymond, Antoine Raymond, qui est à la tête du réseau. La partie partenaire mondial, effectivement, Araymond, c'est un investissement assez intéressant quand même sur la R&D. Aujourd'hui, on a de nombreux brevets, on dépose des brevets, donc on n'est pas seulement à l'écoute de nos clients, on est aussi proactif par rapport à cette phase de création et d'innovation. On émet de nombreux nouveaux produits par an. C'est effectivement une présence mondiale avec de nombreux partenariats. Et notamment aussi des points sur des liens avec des partenaires plus importants avec lesquels on crée des joint ventures. Alors, juste un mot, effectivement, sur la dernière phrase. Aujourd'hui, on nous voit peu. Par contre, dans tous nos véhicules, c'est près de 500 pièces. 500 pièces qui permettent de fixer la carrosserie, les habillages de portières, qui permettent de travailler sur le groupe moteur, propulseur ou de travailler sur les vitrages. Donc, on est extrêmement présent et je reprendrai l'anecdote de notre président, c'est que sans les pièces d'Araymond, les voitures en fait ne pourraient pas être assemblées. Donc la présence mondiale, je ne vais pas y revenir beaucoup, mais effectivement la carte représente notre présence. On est partout dans le monde avec ces fameuses 27 sites de production pour 25 pays. On voit qu'on est présent effectivement dans les milieux à forte connotation industrielle, que ce soit la Chine, l'Europe ou l'Amérique au sens large et l'Asie, je veux dire, plus que la Chine. Donc nous sommes partout et nous suivons le marché pour nous adapter. Un dernier mot, effectivement, donc j'ai beaucoup parlé de l'automobile. Araymond, c'est notamment le monde des véhicules et de l'automobile, mais c'est aussi des marchés diversifiés. On est dans l'industriel et dans l'énergie. On a une petite partie qui s'occupe de l'agriculture. Et enfin, on a une entité pharmaceutique qui a profité de la crise que nous traversons pour croître. Parce que l'on crée aussi ici des produits innovants, notamment le petit bouchon qu'on voit sur la photo qui est à gauche, qui se met sur les flacons de vaccins pour éviter d'avoir des opercules en aluminium et qui permet la conservation de ces vaccins. Donc voilà, c'est un groupe diversifié qui continue cette diversification et qui s'étend. Merci Walter pour cette présentation. Donc entrons maintenant sur le projet. Est-ce que vous pouvez revenir sur le contexte au préalable et ce qui vous a amené à vous lancer dans cette aventure? Alors, le contexte chez Araymond, je dirais qu'il est un peu le même que dans toutes les sociétés de taille moyenne industrielle. Aujourd'hui, on veut une optimisation de la prod, de la qualité, du partage avec nos clients. On est arrivé par ce fameux paradigme de l'industrie 4.0 avec la connexion de bout en bout du fournisseur au client final. Aujourd'hui, on se doit d'apporter des capacités d'innovation des capacités adaptées aux demandes clients, avec de la flexibilité, une capacité à partager de l'information avec nos clients aussi. C'est une demande qui progresse. Nos clients veulent savoir où en sont leurs pièces, les niveaux de qualité sont atteints, si elles seront dispatchées en temps et en heure. Et pour cela, effectivement, aujourd'hui, on se doit de passer par une maîtrise et éventuellement une refonte des processus qui étaient en place. Il faut adapter nos équipements. Alors, adapter, c'est connecter nos équipements existants, anciens, nouveaux, ceux qui sont à venir, effectivement, anticiper cette partie-là.
Et ces équipements, les connectés, va nous permettre aussi de récupérer la donnée pour anticiper. Donc, aller faire cette fameuse, je dirais, le Graal d'aujourd'hui, qui est la prédiction. Pour faire cela, on a une ambition, effectivement, c'est de capturer les informations au plus proche de la source. Pour nous, c'est les machines, c'est les presses injectées, c'est les presses métal, de façon à avoir toutes ces informations qui vont nous permettre de travailler, comme je l'ai dit, sur les différents axes de la supply chain de bout en bout. On va parler logistique, on va parler maintenance. Ça touche vraiment tous les axes de ce process industriel. Et puis, on a un axe fort, un point important, c'est la capitalisation. Donc, ces données, c'est bien. Ça doit permettre effectivement de pouvoir prendre des décisions en pseudo-temps réel. Je ne vais pas parler de temps réel aujourd'hui, parce que c'est toujours difficile d'atteindre ce niveau-là, mais de pouvoir prendre des décisions au plus tôt sur le site de production, mais aussi de capitaliser, comme j'ai dit, sur les données pour pouvoir prédire. Prédire sur la qualité, prédire sur nos capacités de prod, prédire sur les pannes potentielles ou les interventions de maintenance à effectuer. Voilà. Et du coup, pour enchaîner, est-ce que vous pouvez revenir sur le projet dans ses grandes lignes? J'ai cité effectivement précédemment des points différents. Il y a la capture de données et la partie processus sur lesquels je vais un peu focaliser. Aujourd'hui, il y a vraiment ces deux axes. D'un côté, la capture des données, où on souhaite vraiment pouvoir capturer des données sur l'ensemble de nos machines ou le maximum du parc machine, ou sur des postes opérateurs divers et variés, dans un but effectivement de prendre des décisions, de prendre les bonnes décisions à un instant donné, de pouvoir adapter si besoin, mais aussi de pouvoir capitaliser pour le futur et tirer parti de tout ce qui est aujourd'hui disponible avec le big data, le machine learning et autres solutions d'intelligence artificielle. Ça, c'est un premier axe qui est pour nous important. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a un parc qui est variable, on a des nouvelles machines, on a des machines anciennes, donc il faut qu'on ait des solutions relativement flexibles. Je l'ai dit aussi, on a 25, on est dans 25 pays, 27 sites qui ne sont pas tous de la même taille, donc il faut trouver des moyens flexibles, structurés, qui nous permettent d'aller vite dans le déploiement et de donner des nouvelles capacités à nos sites de production. Dans l'autre axe, lui, va être plutôt sur les process et la capacité à orchestrer nos flux et à connecter de nouveaux équipements pour récupérer, pour déclencher, pour optimiser les process de façon optimale, je dirais, donc optimisation, mais sans oublier l'humain, effectivement, pour lui retourner de l'information, savoir à quel moment il va se passer, des actions vont se passer ou à quel moment il doit intervenir. Donc, voilà les deux grands axes, capture de données, optimisation, stockage, et de l'autre côté, optimisation des flux, interconnexion entre les systèmes, plus grande transparence pour les opérateurs afin de savoir où sont les pièces ou quel est le cycle de production et à quelle étape il se situe. Pour cela, nous débutons par les phases de proof of concept. L'idée, c'est effectivement d'identifier des use cases qui correspondent à ces deux axes et de pouvoir valider des points clés à la fin de ce proof of concept pour passer à des étapes suivantes et considérer que la solution que nous proposons, l'architecture, les orientations sont les bonnes. Et maintenant, si on vient sur le choix de la solution, pourquoi avoir choisi cette solution PTC SeqWorks? Le choix de la solution PTC, alors il y a deux points qui sont assez simples. La première raison, très très simple, c'est qu'on a déjà des produits de chez PTC chez Araimon. Certains sont très très utilisés, d'autres un peu moins. Et là, l'idée, c'était de voir si l'on pouvait tirer parti de ce parc applicatif existant et d'en tirer encore plus parti, je dirais. On a regardé aussi différents points. L'idée, encore une fois, c'est d'aller vite. On ne peut pas se permettre de développer une solution interne qui nécessiterait un temps de développement, des équipes de support et la difficulté pour le déploiement, encore une fois, sur tous les sites que l'on a. On a des orientations aussi cloud aujourd'hui qui sont importantes. Donc, on voulait, dans les critères, avoir une solution qui réponde à celui-ci, notamment le fait de pouvoir être hébergé chez nos partenaires de cloud. On veut être capable de trouver une solution qui est représentée au niveau mondial pour pouvoir trouver des compétences locales ou en proximité. Et on veut avoir une capacité aussi offerte par le vendeur en termes d'évolution, de nouvelles propositions de valeur afin de faire évoluer le système. Parce que ce que l'on pense aujourd'hui, on le sait bien, va devoir évoluer, va devoir progresser, encore une fois avec de l'ouverture sur les systèmes, de l'interconnexion avec nos clients. Donc, c'est vraiment les objectifs.
Avec un petit dernier point, je me permets, pardon, j'allais l'oublier, mais c'est aussi l'aspect modularité. Aujourd'hui, on a des gros systèmes et on a un point qui est important, c'est que j'appelle la modularité ou flexibilité, hein, puisque on veut pouvoir être structuré sur les process ou les features, mais pouvoir offrir quelque chose qui s'adapte au site de production dans lequel on va déployer, de façon à offrir quelque chose qui soit pas de la haute couture, mais qui soit effectivement adapté aux attentes avec un back-end que je dirais robuste. Merci Walter de nous avoir partagé ces informations sur le projet. Donc je vais maintenant laisser la parole à Vincent qui va revenir maintenant sur la méthodologie qui est employée par Viséo pour mettre en place ce type de projet. Merci bien, Walter. Merci, Ahmed. Donc, pour ma part, j'ai un background de 20 ans d'expérience en informatique. Initialement, j'ai un background également de génie mécanique et productique. J'utilise le cloud Azure depuis 11 ans, spécialisé en IoT depuis 6 ans, et depuis 2 ans, je déploie des solutions de Smart Factory, donc d'où notre séminaire aujourd'hui. En tout, j'ai livré une bonne quarantaine de projets IoT et on va présenter les méthodologies justement. J'ai récupéré une slide assez récente de McKinsey qui résume un peu notre méthodologie. Et en fait, on voit pourquoi j'ai pris cette slide qui est un peu chargée, mais je vais présenter en grosse maille. Pourquoi j'ai choisi cette slide? C'est que l'on voit la technologie tout à la fin. Très souvent, beaucoup de nos clients pensent technologie, IoT, Internet des objets connectés. Je vais prendre mes objets, je les connecte. En fait, ce n'est pas du tout ça les enjeux. Les enjeux, c'est d'avoir avant tout, et c'est ce qu'a expliqué Walter, la problématique, ce sont des enjeux mondiaux, il y a beaucoup de machines à connecter, elles sont diverses et variées. C'est avant tout des enjeux business. Donc, gagner de l'argent, gagner en productivité, et ce qui veut dire qu'on doit s'adresser aux métiers et aux gens qui utilisent qui sont sur le terrain, qui utilisent ces lignes d'assemblage pour comprendre la pénibilité, donc les use cases. Il faut travailler en étape 1 sur tous ces use cases qui sont nombreux, hétérogènes, différents d'un pays à un autre avec des réglementations différentes. Donc, je n'insisterai jamais assez sur ces use cases-là. Ensuite, on va pouvoir travailler sur l'étape 2, le rollout, après avoir fait le tour d'horizon de cette pénibilité, de ce que l'on souhaite faire, comment on va dérouler le projet. L'étape 3, on va travailler sur la valeur que l'on a. Pourquoi? On le verra tout à l'heure dans la slide d'après. On va louper quelque chose. On aura travaillé pas dans la bonne direction. Donc, on travaille sur la valeur. Et enfin, on va enfin basculer sur la technologie. Puisque sinon, on va proposer des solutions technologiques très souvent. On va se dire, voilà, monsieur Vincent Tavnekam, on veut faire de l'IoT, de la Smart Factory, on a cette machine, on souhaite la connecter au cloud, et puis on va faire comme tout le monde, faire de la prédiction de panne. Donc, ce n'est pas suffisant. Et on va le voir sur la slide d'après. Et c'est une méthodologie que j'ai développée. Ahmed, la slide d'après, s'il te plaît. Voilà. Alors, c'est une méthodologie en 5 étapes. On va voir que d'abord, entre guillemets, heureusement, on retrouve les particularités de McKinsey, c'est-à-dire initialement, en étape 1, il y a une reconnaissance d'un besoin d'aller vers l'industrie 4.0. Donc, on est inspiré, mais on n'a pas encore les idées. La deuxième étape, c'est d'avoir des idées, d'avoir une vision, de la formuler et de la partager tous ensemble. La troisième étape, c'est la fameuse proof of value, vérifier que ce que l'on va réaliser a de la valeur, génère de la valeur. La quatrième étape, c'est le prototypage technologique, c'est-à-dire on va essayer de tuer les fausses bonnes idées. Des fois, on a vraiment beaucoup d'idées technologiques. Il y a à notre disposition un panel important dans l'industrie 4.0 de technologie. Il ne faut pas commencer par des choses qui n'apportent pas de la valeur immédiate. Et enfin, il faut déployer en étape 5 sur une phase pilote un MVP. Donc, c'est très important, ce MVP. Tout le monde en parle, mais c'est très difficile de transformer ce MVP, Minimum Viable Product, de déterminer sa nature, sa géographie, sa topologie et choisir le bon sujet de déploiement de MVP. Donc, on va y revenir concrètement. Qu'est-ce que ça va donner concrètement si on passe à l'étape suivante? On va partager justement au travers d'un exemple concret
parmi les différents use cases que Walter a énoncés, on va juste prendre un premier exemple qui consiste à travailler sur les AGV. Un AGV, en gros, c'est un transpalette avec un robot qui le pilote pour l'amener d'un point A à un point B. Ça paraît super simple comme use case. On va voir que ce n'est pas forcément évident. Pourquoi? Puisque Walter l'a rappelé, il y a des enjeux qui sont mondiaux. On va travailler avec les équipes de Grenoble, l'Allemagne, la Chine, etc. Il y a des milliers de machines, comme en haut à droite, potentiellement à connecter, donc des machines de presse. Ensuite, il y a l'hétérogénéité de ces machines, des anciennes machines qui ne sont pas connectées, des machines qui sont connectables mais qui ne sont pas encore connectées, des machines flambant neuves qui sont connectées. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Comment on gère cette hétérogénéité à travers le monde? Et enfin, il y a des outils qui gravitent autour de ce que l'on vient de citer, donc avec des besoins différents, encore une fois. Donc, c'est un rappel de ce cas de figure très simple. Donc, pour résumer, ce cas de figure simple, on a d'un côté le transporteur, le transpalette automatisé, l'AGV. De l'autre côté, on a par exemple ici les presses, mais en fait, on a également l'opérateur, on a également la douchette connectée, la tablette, des outils de MES, c'est-à-dire des outils d'optimisation du processus, un ERP, par exemple SAP, le data warehouse, etc., etc. Donc, on commence à avoir un maillage assez compliqué avec de nombreuses règles métiers qui interagissent et on souhaiterait que tout puisse interagir de façon quasi instantanée. Donc, le fameux near temps réel. On ne parle pas de temps réel puisque le temps réel, c'est dans les freins de voiture, etc. Là, c'est du near temps réel, c'est déjà pas mal. Ces nombreuses règles métiers, eh bien, on souhaiterait faire en sorte qu'on puisse les centraliser, tout comme ce que l'on voit ici, avec une plateforme industrielle qui puisse, à travers le monde, rassembler tous ces acteurs-là et faire un peu une sorte de facilitateur entre ces différents acteurs. Ça paraît facile à faire. Et la vision globale, dans la slide suivante, on va s'apercevoir que malgré tout, chaque objet pris individuellement, eh bien, l'AGV est connectable ou est connecté. Les machines sont connectables, les machines de presse sont connectables ou connectées, mais en fait, on rajoute des granulés en plastique, on rajoute des machines de séchage de ces granulés en plastique, on rajoute des machines de pesée, etc., etc. La problématique que l'on a, la complexité, c'est que chacun de ces objets forme un silo. Donc, au niveau des silos, on va voir que chaque objet travaille un peu dans son coin. Par exemple, au niveau d'Araymond, au niveau de l'Allemagne, ils nous précisent que leur AGV fonctionne très bien. Donc, la partie verte fonctionne très bien, il est autonome, mais ce n'est pas ça les enjeux. Il suffit d'acheter un AGV qui fonctionne, qui est autonome, ce n'est pas ça l'enjeu. Il suffit d'acheter une presse qui soit connectée, c'est pas suffisamment, la valeur n'est pas suffisamment présente. Ce que l'on souhaite faire, donc, c'est encore une fois la vision, c'est de connecter tous ces objets entre eux. Et en fait, pris individuellement, chaque bulle rouge, c'est un peu si on était en industrie 3.0. Même si on utilise des objets 4.0, les objets modernes, on est en 3.0 parce qu'on a ces silos. Donc, on va casser tous ces silos et tout l'enjeu de ce projet, c'est ça. Et des industriels, c'est de casser et de désiloter et de rajouter de l'agilité grâce à des produits ici et une plateforme Azure IoT avec du PTC ThinkWorks. La slide d'après, justement, comment est-ce qu'on y arrive? Walter parlait de prototypage, de proof of concept. Donc, la première étape consiste à justement mettre à disposition, donc identifier parmi les nombreux use cases que l'on a, identifier un use case simple, mais avec une forte valeur ajoutée. Et bien, on a demandé à nos ergonomes, nos UX, User Experience, de travailler sur l'expérience d'utilisateur par rapport à la pénibilité des opérateurs sur le terrain. Par exemple, ils cogitent 2 jours par rapport à des écrans, etc. Au milieu, on voit une intégration, donc une traduction de ces beaux dessins par rapport à des ergonomes qui travaillent. Donc, on voit une intégration dans l'outil PTC ThinkWorks. Ensuite, on déploie en dessous le résultat sur une tablette, sur un PC, pour pouvoir voir le résultat. Et enfin, on reboucle vers le user experience, le designer, pour lui donner des feedbacks. Peut-être que Walter et les équipes de Walter vont dire « Oui, mais moi, j'aimerais mieux comme ceci et comme cela. Concrètement, la douchette, eh bien, elle se connecterait à tel et tel endroit. » Nous avons itéré plusieurs fois, à plusieurs reprises,
pour pouvoir obtenir ces écrans-là. Et enfin, une fois que l'on a fini et qu'on est satisfait, on revient voir Thierry au niveau de PTC pour lui dire, voilà, on a abouti à ce projet-là. Je donne un exemple, un zoom sur la slide d'après. On peut voir un zoom sur un focus sur un bout d'écran, un exemple, et on va remettre ce prototype à différentes personnes pour avoir un maximum de feedback. Et c'est là où, avec PTC, donc Thierry va nous présenter toutes les fonctionnalités qui sont importantes et qui font le succès d'un projet par rapport aux problématiques d'Araymond, un déploiement mondial avec une hétérogénéité, une volonté de travailler très vite, itérativement, et de faire en sorte qu'Araymond puisse se débrouiller, entre guillemets, seul à faire des drag and drop sur les écrans pour pouvoir fabriquer de nouveaux écrans. Thierry, à toi la parole. Merci Vincent. Donc pourquoi PTC a été choisi? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que la technologie PTC peut amener pour répondre à ces besoins-là? Donc, si on passe à la slide suivante. Justement, et Walter l'a mentionné tout à l'heure, Vincent, tu l'as rementionné, c'est que les industriels rencontrent des challenges au niveau de l'atelier qui sont multiples. Un des principaux, c'est justement d'avoir différents types de systèmes dans l'atelier. Des systèmes OT, des équipements, les machines, les AGV qu'on a vu tout à l'heure, et également les systèmes d'entreprise, le MES, le RP, le PLM, la GMAO, etc. Et tous ces systèmes, ils fonctionnent très bien individuellement, mais ils ont justement des problématiques, ils ont des problèmes pour communiquer entre eux, pour échanger des informations. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui pour répondre à ces fameux enjeux industrie 4.0. C'est vraiment d'arriver à casser ces silos, tu le disais Vincent également tout à l'heure, et arriver à échanger des informations et à rajouter un certain nombre de besoins complémentaires qui vont permettre de mieux opérer, de mieux réagir, de réagir plus vite en face de situations problématiques, etc. Si on passe à l'étape suivante. Et donc, qu'est-ce qu'amène justement ThingWorx, la plateforme IoT qui est combinée au monde du cloud avec le cloud Azure, notamment, c'est cette capacité justement à venir, faire communiquer ces systèmes en amenant toute la technologie pour communiquer avec les machines. On a vu des presses, des machines à injecter, des AGV. Donc, on a toute cette technologie à travers des briques telles que Kepware, qui sont des briques reconnues depuis plus de 25 ans pour la connectivité machine. Donc, la capacité de se connecter à des systèmes plutôt anciens. On voit 20-25 ans d'existence, on a su développer des drivers que l'on maintient, mais également des systèmes modernes. On continue à développer ces drivers-là autour par exemple, des normes OPC-UA et autres, et de faire évoluer les drivers associés. Donc, on a cette technologie pour collecter les machines, mais également des systèmes d'entreprise, tout ce qui est ERP, etc. Et c'est ça qui va nous permettre derrière de collecter toutes ces données et de les mettre en contexte. De la donnée non contextualisée, elle a peu de valeur, ce qu'on appelait le big data il y a encore un certain nombre d'années, et qui coûtait beaucoup d'argent, mais qui ramenait peu de valeur associée. Et donc, c'est ce que va permettre la plateforme, c'est d'arriver à contextualiser cette donnée à la source, contextualiser par rapport à une ligne de fabrication, une machine, un site, tout ce qu'on veut, une hiérarchie d'équipements, mais également par rapport à des ordres de fabrication, des opérations, des gammes, etc. Et une fois qu'on a collecté, contextualisé ces données, on va vouloir peut-être les synthétiser. Les synthétiser, ça va être la mise en place d'un certain nombre de KPI pour prendre des décisions, pour donner ou simplifier la prise de décision. Ça va être la mise en place aussi de systèmes ou de solutions type statistique, des fonctions SPC par exemple. Ou également, ça va être la mise en place de systèmes de solutions type d'analytique, de machine learning. Et c'est ce que va permettre la plateforme ThingWorx pour répondre à des problématiques qualité, des problématiques de maintenance prédictive, etc. Donc ça, c'était le troisième pilier de la plateforme qui peut être utilisé, qui n'est pas obligatoire, mais qui va permettre de synthétiser l'information. Une fois qu'on a synthétisé l'information, la plateforme va permettre également d'orchestrer. Orchestrer, c'est la capacité de digitaliser des processus métiers, déjà de s'interconnecter avec les systèmes d'entreprise et avec un certain nombre de drivers, de connecteurs sur étagère, et également, comme je disais, de digitaliser ces processus métiers. Ça va consister à
toutes les activités manuelles ou semi-manuelles que vous avez et semi-automatiques que vous avez aujourd'hui, d'arriver à les digitaliser dans une sorte de flow, de workflow, et de suivre son évolution jusqu'à la résolution. Donc ça, par exemple, sur un événement type maintenance prédictive, qu'est-ce que je fais sur ce que j'ai un seuil haut sur une machine? Je vais peut-être faire une demande d'intervention automatique dans mon système de GMAO ou pour la même chose pour la qualité dans un système qualité. Et puis, je vais envoyer un message à un groupe de personnes pour qu'il y ait une prise en compte plus rapide du problème. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'on va vouloir une fois qu'on a collecté, contextualisé, synthétisé, orchestré, on va vouloir engager, restituer toute cette information aux utilisateurs. Et c'est de l'information, on va dire, comme le disait Vincent, presque temps réel. Ça va être de l'ordre de la milliseconde, de la centaine millisecondes, secondes. Un opérateur, dans tous les cas, ne voit pas la différence au-delà de la seconde. Et on va vouloir restituer cette information temps réel, cette information de type KPI, ou voire même d'analytique à l'utilisateur. Et l'utilisateur va pouvoir, sur ses écrans, derrière, justement, interagir, renvoyer des paramètres aux machines, renvoyer des paramètres au système d'information, ou voire même à d'autres utilisateurs. Donc, c'est tout ça, ce qu'on attend d'une plateforme IoT industrielle et que va permettre de faire la solution PTC SyncWorks. Derrière, on va vouloir du coup aller encore plus vite, et c'est la volonté de PTC dans ces enjeux industriels, en proposant, en plus de la plateforme, des solutions qui sont sur étagère et qui vont répondre à un certain nombre de besoins. Alors aujourd'hui, on a un certain nombre de cas d'utilisation qui sont proposés. Il y en a tout un tas, il y en a plus de 45 qui a été identifié sur une liste de 50 qui était proposée également par McKinsey et qu'on est en train de développer. Et je vais vous parler un peu plus en détail des 4 principaux. Donc les 4 principaux qui sont déjà disponibles, c'est tout ce qui est suivi des performances de production en temps réel, tout ce qu'on appelle généralement du TRS ou en anglais de l'OI. Tout ce qui est en train d'arriver cet été, c'est tout ce qui est identification, par exemple, des goulets d'étranglement, pour avoir toujours pareil, une meilleure performance sur ligne. Ça va être également, alors ça c'est déjà également disponible, c'est tout ce qui est supervision des équipements, des assets et, en temps réel et permettre d'aller vers la maintenance prédictive avec le module d'analytique qui est déjà disponible. Donc ça, c'est tout un tas de solutions sur étagère qui viennent en plus des piliers de la plateforme où vous pouvez développer votre propre solution. On va pouvoir allier justement le meilleur de ces deux mondes, la flexibilité, l'agilité d'une plateforme et des solutions sur étagère qu'on va pouvoir prendre quand on en a besoin. Donc, ça permet la boucle de feedback beaucoup plus rapide au niveau de la direction générale, de pouvoir éventuellement ajuster le business ou les enjeux pour avoir une valeur métier encore plus importante. Tout à fait, c'est ce que disait Walter. Il cherchait aussi, Raymond cherchait des solutions qui répondaient à leurs enjeux d'aujourd'hui, mais qui répondront aussi à leurs enjeux de demain, et de le faire de façon plus rapide. C'est ce que PTC veut tendre à faire. C'est pour ça qu'on sort ces solutions-là, pour vraiment allier le meilleur des deux mondes. On connaissait ces solutions un petit peu silotées avant, type MES, type des SPC, etc., qui répondaient à des problématiques bien spécifiques. Ce que l'on veut maintenant proposer, c'est des solutions agiles, flexibles, la plateforme industrielle qui existe depuis plus de 8 ans, et également ces solutions-là également sur la plateforme, et on va les prendre quand on en a besoin ou développer sa propre solution. Et donc, la dernière qui est également disponible, c'est tout ce qui est poste de travail connecté, la guidance opérateur, l'instruction digitalisée, voire même augmentée avec notre plateforme de réalité augmentée Vuforia qui est nativement intégrée à la plateforme IoT. Voilà. Et donc, si on passe à l'écran suivant, à la planche suivante, la plateforme SyncWorks qu'elle propose, justement, elle peut être aussi bien installée on-premise pour un certain nombre de clients et ça par rapport à certaines contraintes, mais également dans le cloud. C'est ce qui va permettre aussi d'aller plus vite dans le déploiement et de solutions, justement, et la simplification du maintien de la solution. Donc, on a un cloud provider qui est préféré, qui est celui de Azure. On a un très fort partenariat. On a des développements communs de nos R&D pour justement une intégration plus native. Et justement, la plateforme avec ses 5 piliers va s'intégrer là-dedans et va permettre, avec également des building blocks, des briques fonctionnelles, d'accélérer le développement. Et nos use cases, les fameux use cases que l'on a vus précédemment, sont complètement basés sur ces building blocks et sur ces piliers
pour arriver à déployer plus rapidement nos solutions. Voilà. Et si on regarde un petit peu plus en détail, parce qu'on a vu ce mot, le MES, comment on se positionne par rapport à ça, qui est un petit peu, en fait, avec la supervision, les deux gros systèmes que l'on connaît de façon historique dans l'atelier, on va se positionner de façon différente. Et là, j'ai repris justement la norme ISA 95 qui décrit l'intégration par rapport aux différents systèmes qu'on va retrouver dans l'atelier et également les fonctions qu'on va devoir réaliser. Donc, si on passe dans l'animation, notre premier positionnement, et c'est le cas chez Arémon, c'est qu'on va venir en complément de MES existants. Complément parce que peut-être qu'ils ne correspondent, ils ne permettent pas de faire un certain nombre de fonctions. Des fois, on a des contraintes plus réglementaires, type pharmaceutique, où oui, c'est des MES de niche très spécifiques qui vont répondre à des spécificités type Electronic Batch Record. Et à ce moment-là, on va venir en tant que plateforme industrielle, pour venir simplifier la collecte des données, cette partie centralisation des données que tu as montré tout à l'heure, Vincent, et derrière, pouvoir exposer ces données à différents systèmes et voir complémenter ces systèmes type MES sur des briques type OI, SPC, on l'a vu, orchestration d'AGV étant un autre des exemples, etc. Et on verra également, c'est qu'on va pouvoir couvrir ces fonctions plus type MOM, et on va le voir un petit peu après. Notre deuxième positionnement, et ça c'est ce qu'on voit de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'industriels qui y vont, qui partent des solutions classiques parce que trop coûteuses, trop contraignantes, pas assez agiles pour être déployées, choisissent des plateformes plus modernes pour arriver à faire leur MES MOM à façon. Et ThingWorx va permettre de répondre à ça. Ça, c'est notre vision, mais ce n'est pas que la nôtre. Des Gartner disent que 30% des nouvelles solutions MES MOM d'ici 2022, c'est juste demain, seront basées sur des plateformes IoT. On a pris ce virage-là, clairement, et un certain nombre de nos clients nous ont suivis et de plus en plus sont en train de le faire pour répondre à ces fonctions ISA 95 que l'on voit, type exécution de la fabrication, traçabilité, planification détaillée, contrôle qualité en ligne, etc. Et dans les deux cas, on va couvrir justement ces fonctions MOM, si on avance dans l'animation, d'analyse de la donnée, de la guidance opérateur et de l'orchestration, qui sont clés pour arriver à accélérer la performance, la résolution de problèmes, etc. Voilà. Si on passe à la slide suivante, et je vais en terminer là pour la présentation de ce qu'est ThingWorx. Ici, j'ai une représentation un peu d'un atelier, d'une usine, de la supply chain, de la gestion de stock. Et vous avez un résumé, c'est une liste non exhaustive, mais de cas d'utilisation qu'une plateforme IoT telle que la nôtre va pouvoir résoudre. Aussi bien, on voit des différents départements, la production, la gestion de la fabrication, la guidance opérateur, voire même avec de la réalité augmentée, puisque je vous le disais, nos deux plateformes, ThingWorx et Vuforia, donc IoT et réalité augmentée sont complètement liées et vont pouvoir échanger des informations. Et on voit également des systèmes dans la partie environnement. Le monitoring énergétique, c'est des enjeux que beaucoup d'industriels aujourd'hui se posent, avec des enjeux de neutralité carbone, avec des enjeux de mieux maîtriser le coût énergétique par pièce produite, suivant les matières premières fournies par les fournisseurs, etc. Et donc, derrière, on voit d'autres cas d'utilisation, le monitoring de la performance pour l'OI. Avec la partie engineering, c'est tout ce qui est justement transmettre les informations qui viennent de la gamme, de la MBOM, généralement du de l'engineering, pour transmettre ces bonnes informations en juste à temps à l'utilisateur pour assembler des pièces, etc. Voilà. Et puis sur la supply chain, on voit un certain nombre de cas d'utilisation également, tout ce qui est traçabilité des outils, tout ce qui est gestion des smart tools et la gestion des AGV, comme il a été mentionné dans le cas de Arémon et du cas Viséo que vous avez présenté. Voilà, pour donner un petit panel de ce qu'on est capable de faire, ce que est capable de faire une plateforme industrielle telle que ThingWorx et Vuforia pour le monde de l'industrie. Merci Thierry pour cette présentation de la solution ThingWorx. Pour terminer, donc, je vais redonner la parole très brièvement à Walter pour aller vers les next steps. En fait, quelles sont les prochaines étapes pour Arémon maintenant? Alors, en considérant qu'effectivement les étapes en cours vont être des succès, il faut aujourd'hui effectivement qu'on prépare non seulement la partie technologique comme il a été dit, mais la partie humaine, la partie déploiement, parce que mettre en place une plateforme comme ThingWorx, ça reste un accélérateur.
mais il y a effectivement toute la partie existante qu'il faut préparer. Donc, il y a toutes ces préparations, que ce soit sur le monde de l'IT, le monde des opérations, parce que ces plateformes amènent, on voit des tas de fonctionnalités, de capacités. On va avoir de plus en plus de demandes, donc il faut qu'on soit prêt, nous, à faire les investissements humains, financiers, à avoir des plans de déploiement qui soient réalistes et efficaces, parce qu'on va générer de la demande avec ces plateformes-là, et il faut qu'on puisse répondre effectivement à ces demandes pour pouvoir avoir quelque chose d'homogène et efficace le plus rapidement possible. Juste un dernier point, effectivement, qui est vraiment important pour moi, c'est l'aspect humain. C'est des gros changements. C'est des plateformes de ce type-là génèrent des besoins, mais amènent aussi en fait des contraintes. Il faut former en interne à l'usage, il faut former au support, au déploiement, de façon à être toujours pertinent et aligné avec la plateforme et ses capacités. Donc c'est un point qui est important. Donc le change management qu'on va aussi devoir traiter dans les prochaines étapes. Et en conclusion, cette question s'adresse à vous trois finalement. Quels conseils vous souhaiteriez donner aux clients qui sont présents parmi nous, qui envisagent ce type de projet? Alors, Thierry. si je peux, Thierry commence ou je peux commencer Vas-y, Walter, je continue. Vas-y. Juste un point, effectivement, c'est important d'avoir ce type de projet dans une vision d'industrialisation des opérations. Ça ne doit pas être un projet isolé, ça doit être un projet sur lequel on va communiquer. On doit pouvoir travailler sur des process ciblés et maîtrisés parce qu'on va pouvoir exprimer une valeur attendue et on va vraiment pouvoir mesurer effectivement la valeur des fameux proof of concept avant de passer à les étapes suivantes. Et ça, c'est vraiment très, très important. Un dernier point, aujourd'hui, c'est inéluctable, la digitalisation des opérations, on est obligé d'y passer, préparer à avoir de la data, mais aussi savoir s'en servir. Donc, anticiper les phases d'après parce qu'on va collecter, on va exposer, on va faire du reporting, on va donner des outils. Il faut vraiment effectivement préparer le terreau, je dirais, pour que ça prenne, parce qu'avoir une belle machine mais qui n'est pas exploitée, c'est vraiment dommage. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui. Pour compléter ça, je vais revenir sur un point qui a été dit plusieurs fois, mais c'est très important. Aujourd'hui, il faut tous ces projets, il faut qu'ils soient en adéquation, et c'est ce qu'on voit dans les projets qui échouent. D'ailleurs, il y a McKinsey qui dit 3 projets sur 4 restent à l'étape du pilote, dans cette purgatoire du pilote, parce que justement, il y a un manque d'alignement entre les objectifs de l'entreprise, les objectifs financiers, parce qu'à un moment donné, c'est ça la réalité, et les objectifs des initiatives qui sont mises en œuvre, techniques, etc. Donc ça, c'est vraiment un point clé, c'est que pour que ces projets, on le voit, soient des succès, et c'est ce qu'on voit dans les clients qui ont largement déployé nos solutions, c'est qu'il y a vraiment un alignement très clair là-dessus, sur des objectifs de performance, sur des objectifs énergétiques, sur des objectifs autres, d'animation d'équipe, etc. Ça se relie à la performance, mais c'est vraiment, vraiment clé. Et la transformation, et ça Vincent l'a dit, c'est que la technologie et ce que nous, en tant qu'éditeurs, on propose, ce n'est qu'à la fin. Il faut qu'il y ait ce changement qui soit fait en amont, cette préparation. On n'est pas des magiciens, nous, éditeurs logiciels, on propose que des accélérateurs, comme le disait Walter, pour la mise en œuvre de solutions. Il y en a des plus ou moins bons sur le marché, il faut être clair. Mais derrière, on ne fait pas de la magie et ça doit être vous, industriels, qui devez préparer tous ces projets en amont. Voilà. Si je peux me permettre de rebondir sur un point qu'a évoqué Thierry, il y a un point qui est important, on a beaucoup évoqué sur les proof of concept, les MVP et autres, c'est aussi la préparation à la méthodologie. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est très très clair à chaque fois sur les acteurs qui doivent avoir du temps pour participer à ces projets, mais le temps qu'on prend sur ces phases amont, ça va être un vrai gain de temps sur le déploiement. Donc accepter effectivement sur le proof of concept que potentiellement il y a des étapes après, que ça on puisse se tromper, qu'on puisse itérer dessus. Il faut vraiment que les participants à ce type de projet soient préparés à ce type d'approche, parce que ce n'est pas quelque chose qui est forcément naturel. Et le fait d'accepter d'échouer, c'est aussi un point clé pour pouvoir itérer et aller à une étape après. Et j'aime beaucoup accepter d'échouer. Donc, c'est un facteur qui est très important. Parfois, on le cache, c'est-à-dire on ausculte cette partie-là, puisque dans la philosophie du Lean Management, c'est think big, act small, fail fast, learn rapidly. Et certains ont modifié cette phrase en supprimant la partie fail fast. Parce qu'ils disent, oh non, on ne veut pas échouer, on va réussir. Mais non, justement, on part du principe, en tout cas, ça fait 40 projets IoT que je fais, je pars du principe de rester aux aguets, de me dire potentiellement je peux échouer. Donc, pour ne pas échouer,
il faut qu'on travaille sur le triangle du RSS, c'est-à-dire ressources, scope, schedule. On va travailler sur les aspects humains également. Donc, parfois, on fait intervenir des psychologues, des ergonomes spécialisés dans la pénibilité du travail de l'industrie 4.0, justement, pour accompagner à ce changement-là. Puisque Gartner rappelle encore, voilà, c'est une dizaine de pourcents seulement la technologie. Le reste, c'est ce que disait Walter, hein, c'est de l'organisation vulgarisée auprès des équipes. Donc, ce qui veut dire que le kick-off est super important. Il est primordial de débuter par un kick-off avec les bonnes personnes, avec un suivi de projet. C'est ça le secret de la réussite d'un projet IoT. Ce n'est pas l'IoT technologique en soi, c'est vraiment de la gestion de projet, de bon sens, écouter les retours les retours d'expérience de diverses personnes. Et enfin, donc ça, c'est ce que l'on voit, entre guillemets, aujourd'hui. Mais pour préparer les générations futures, il faut également travailler sur la partie vulgarisation, enseignement, puisque en 2 décennies, on perd déjà au niveau industriel, on perd plus de la moitié des personnes en France, hein, donc on est désindustrialisé. Donc il faut redorer le blason de l'industrie, pas que l'industrie, hein, même on prend en ce moment au niveau du Covid, les restaurateurs qui relancent leur restaurant, eh bien ils sont en manque de main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que voilà, ce sont des métiers qui sont vus comme précaires, qui sont mal payés. Donc, au niveau de l'industrie, c'est la même chose. Donc, il faut travailler sur la partie éducation dès le plus jeune âge. Et voilà, ça serait mon mot de la fin. Merci Walter, merci Thierry, merci Vincent. Donc, je vous propose maintenant de passer à la session de questions-réponses et laisser la parole à nos clients qui sont connectés. Donc, je vais regarder maintenant si nous avons des questions. Donc oui, donc au niveau d'une première question, combien de temps la phase de cadrage dure en général pour ce type de projet? Alors, cette phase de cadrage, donc elle est variable hein, selon la taille des projets. Si on parle de gros projets conséquents avec dans le domaine de la pharma, par exemple, on peut prendre 1 mois, 2 mois de cadrage, puisque il y a des cas de figure où il y a des différentes filiales avec différents chefs de projet qui n'ont pas le même PNL. Donc, il faut faire en sorte que ces responsables-là discutent entre eux et échangent. Donc, ça peut varier de un mois. Alors, parfois, dans des cas extrêmes, ça dure 1 an et demi. Évidemment, c'est des cas extrêmes. Mais sinon, en général, c'est, disons, 1 mois. Pour les projets les plus petits, globalement, en 1 semaine, on a déjà fini cette phase de cadrage. Et du coup, Vincent, tu abordais tout à l'heure une approche Think Big, Act Small. Est-ce que ça fonctionne ici? Alors oui, donc ça fonctionne donc à l'échelle d'Arémont, par rapport à ce qu'a dit Walter. On doit travailler avec différentes business units en France, en Allemagne, en Chine. Donc on doit avoir la vision globale. Donc on a vu et abordé et collecté le besoin de différents acteurs à Arémont. Les besoins en termes de maturité, sont pas les mêmes. À Arémont, Allemagne, on a vu, ils ont un bond important en avant sur l'industrie 4.0. Donc, on doit choisir également en fonction on doit travailler avec ces personnes-là qui sont moteurs pour pouvoir choisir les bons use cases. Donc, le Think Big, on va collecter ce besoin au niveau mondial. Et Act Small, voilà, on débute par un premier proof of concept, comme j'ai pu le présenter tout à l'heure, et on itère rapidement. Donc, un proof of concept, voire même ce que l'on fait là avec Walter, on a plusieurs initiatives en parallèle pour, entre guillemets, que le meilleur gagne, pour pouvoir rassembler l'expérience et alimenter le Think Big. Donc, le Think Big, Act Small, Fail Fast, Learn Rapidly est adapté à ce type de projet. Également, même des petits projets de 6 mois, donc ça marche également. J'ai une autre question dans la foulée. Comment gérer la captation des besoins? Alors, la captation des besoins par rapport à ce que l'on a fait avec Walter, donc on était plusieurs personnes de Viséo et globalement, par exemple, un binôme, et on va utiliser des outils numériques puisque voilà, c'est quand même, on travaille à l'échelle mondiale. Donc, on va utiliser concrètement du Trello, du OneNote, on va utiliser des outils
de dessin. Moi, j'ai une tablette ici, je vais débrancher, hop, je vais débrancher ça, je ne sais pas si on peut la voir. J'ai une tablette avec un stylo où je dessine assez régulièrement des schémas pour vérifier que le besoin a été capté correctement, que l'on partage bien ce besoin auprès des différents acteurs. Et tout simplement, ça constitue un livrable. On n'a pas besoin de passer 15 ans à faire un joli dessin. Donc, mes dessins, entre guillemets, peuvent être moches, mais au moins en 10 minutes, on a un dessin, au lieu de passer 3 heures à faire un beau dessin. Et au moins, on va pouvoir itérer, capter le besoin, rééchanger. Donc, c'est ça. Voilà, des dessins, des comptes rendus de réunion. Voilà. Et surtout, ce n'était pas évident puisque donc forcément dans des équipes assez grandes, hein, il y a des personnes qui sont en congé, il y a des personnes qui sont malades, il y a le Covid qui nous empêche parfois de voyager. Donc, il faut vraiment capter ce besoin avec les outils numériques. Même ma tablette, voilà, ça coûte 30-40 euros. On peut avoir un stylo même assez aisément. J'ai une autre question. Vous parliez tout à l'heure de choisir les bons use cases. Comment faire? Peut-être Walter, tu veux parler sur cette partie-là? Les bons use cases? Comme je disais, sur les use cases, en fait, ce qui a été important, donc, il y a la phase communication pour déjà trouver des gens motivés et qui soient vraiment candidats effectivement à ce type d'approche. Des points importants, c'était aussi d'avoir des choses qui soient structurées. Comme je disais, des process connus avec des gens qui les maîtrisent de façon, encore une fois, à identifier la valeur qu'on voulait mesurer par rapport à ces proof of concept. Donc, je dirais que voilà, c'est un peu ces points-là. Il faut des gens motivés, des gens qui connaissent leur process, qui sont prêts à s'impliquer dans le temps. Et après, sur les process, on a fait aussi une sélection de choses qui sont, ou d'éléments répétitifs au niveau de nos entités, de façon à ce que si la transformation de ce use case est un succès, on puisse considérer un déploiement à l'échelle qui suivra.